Bonjour à tous, merci d'être venus déjà. Manon, Enora, Lénie et moi, nous sommes quatre étudiants de la LP e-commerce et marketing numérique à l'IUT de Bordeaux. Et vous êtes ici parce qu'on a organisé une webconférence dans le cadre d'un projet tutoré. Donc, c'est une matière qu'on a validée où on a choisi de donner comme thème e-business et entrepreneuriat avec trois intervenants plus un autre. Euh, qui ont tous un parcours complètement différent, mais qui évoluent dans le même domaine aujourd'hui. Donc, ils vont vous présenter ce qu'ils font. Vous pourrez leur poser des questions. Vous pouvez poser des questions via le chat. Et après, nous, on relèvera au fur et à mesure de la webconférence. Et après, il y aura un temps pour un petit débat animé à la fin de la webconférence. Là, on va commencer en donnant la parole à Magali Dartiguelon, qui est la responsable de la licence e-commerce et marketing numérique, pour qu'elle vous présente un petit peu le BUT qui a été mis en place. Alors déjà, pour commencer, bonjour à tous et je remercie les étudiants du projet Tutoré d'avoir proposé cette thématique, e-business et entrepreneuriat, récit de parcours croisés. Merci également à Jean Dandy, à Estelle Jouison, à Anaïk Prigent qui ont su les aiguiller dans ce projet. C'est vrai que cette thématique, elle a vraiment du sens compte tenu de la réforme du BUT, la réforme actuelle, comme disait Luna. En effet, les étudiants de première année de ce nouveau diplôme vont choisir dans quelques semaines un parcours pour poursuivre leur formation sur les 2 années suivantes. Le parcours 1 qui est proposé à TechDeco Bordeaux s'intitule Marketing digital, e-business et entrepreneuriat. Et ce parcours unira les compétences développées actuellement au sein de deux de nos licences professionnelles, la licence entrepreneuriat et la licence e-commerce et marketing numérique que suivent nos quatre étudiants. Donc, c'est vrai que cette conférence ou cette webconférence, elle a plusieurs objectifs en fonction des différentes cibles aujourd'hui présentes. Pour les premières années, ça va être de les aider à bien comprendre la complémentarité entre ces différents domaines, le marketing digital, le e-business, l'entrepreneuriat. Pour les deuxièmes années, les guider dans leur choix de poursuite d'études et pour qu'ils voient bien également les débouchés à l'issue de nos licences professionnelles, puisque les LP perdurent encore l'année prochaine. Et pour tous les autres présents, leur faire bénéficier de retours d'expérience et de témoignages des anciens et de professionnels d'entreprise et même d'étudiants. Donc, je vous redonne la parole aux étudiants. Ça permettait simplement de situer le contexte de cette webconférence. Merci à tous d'être présents et merci aux intervenants également. Merci beaucoup, Madame Dartiguelan. Donc, je vais maintenant donner la parole à nos intervenants afin qu'ils se présentent chacun et présentent aussi leur parcours universitaire, professionnel et leur statut actuel. Allez-y. Moi, je vais peut-être commencer parce que je suis le plus jeune je suis seul qui est actuellement encore à l'université et qui a pu faire les diplômes. Enfin, du coup, je m'appelle Teddy Bréjon. L'année dernière, j'étais en licence LP entrepreneuriat. Avant ça, j'avais fait un DUETI, donc j'étais parti en Erasmus. Et encore avant ça, j'ai fait TechDeco. Et maintenant, je suis en licence e-commerce. Donc, on va dire que j'aime bien l'IUT de Bordeaux pour le moment puisque c'est ma cinquième année, mais ce que je retiens en tout cas, c'est que certes, enfin, ça peut être des diplômes, c'est une ligne sur un CV, mais en plus de ça, est-ce que j'ai la sensation maintenant les gens recherchent et les employeurs ou même quand on souhaite se lancer soi-même, ça assoit notre position et notre confiance. C'est les compétences acquises et les compétences aussi qu'on se rend compte qu'il faut aller chercher plus de nouvelles compétences. On se rend compte de ce qui est possible, ce qui est faisable et ce qu'on a besoin d'apprendre. Donc, c'est ce qui est intéressant. J'ai la chance d'avoir d'être dans les deux et donc d'avoir des expériences complémentaires. Merci beaucoup, Teddy. On peut peut-être passer à Sébastien, du coup. Ouais, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Bucalo. J'étais dans la même promotion que Teddy en licence entrepreneuriat qu'on a fini. Donc, c'était la promotion 2020-2021, si je dis pas de bêtises. Et avant, j'ai fait Tech Deco en alternance. Donc, pareil, un grand fan de l'IUT de Bordeaux parce que j'ai passé 3 ans de ma vie. Et aujourd'hui, je monte un projet qui s'appelle La Pépite Acoustique, qui est un projet de bar et studio de musique
sur Bordeaux. Projet qui prend du temps parce que ouvrir un bar en 2022, vous imaginez que c'est pas forcément évident. Et encore plus quand il y a de la musique qui est au milieu de tout ça, donc ça prend un petit peu de temps. Mais du coup, je suis là pour partager un petit peu ce que j'ai pu apprendre en entrepreneuriat et vous raconter un petit peu comment ça se passe depuis que je suis sorti de la licence et que je mène mon projet entre seul de mon côté. Merci beaucoup, Sébastien. On va maintenant passer à Romain. Bonjour à tous. Donc du coup moi c'est Romain Cagliara. J'étais en DUT Tech Deco en 2011-2013, donc il y a un peu plus longtemps, et j'avais enchaîné en licence pro entrepreneuriat, en licence pro e-commerce pardon, comme le sujet est croisé, en 2014. À cette occasion, j'avais eu l'occasion du coup de passer en alternance pour l'année de licence. Chez AT Internet, on en parlera peut-être un petit peu après en détail, donc qui est une entreprise qui est l'équivalent d'un Google Analytics. C'est là que j'ai appris au final mon métier en parallèle en fait de la formation qui était généraliste sur tous les métiers du numérique. J'étais dans un segment data qui était en développement, en croissance en tout cas à ce moment-là. Je suis resté ensuite chez AT Internet pendant 2 ans supplémentaires avant de me lancer en freelance. Donc d'abord via une agence qui me faisait pratiquement la moitié de mes missions en me laissant du temps justement pour aller moi-même chercher mes clients, etc. Ce qui m'a permis de poser un petit peu ma clientèle et mon projet entrepreneurial. Ça fait maintenant 5 ans que je suis en freelance, donc j'atteins forcément des limites autant de chiffre d'affaires et autres, mais aussi des limites dans un quotidien qui est un petit peu tout le temps le même, où au final je réfléchis qu'autour de ce que je fais au jour le jour. Donc je suis en train là, et en mars ça devrait avoir pris forme, puisque là j'ai des rendez-vous avec la CCI, etc., de monter ma société en data, qui a pour objectif donc d'accompagner principalement les médias, puisque je travaille avec Sud-Ouest depuis maintenant 4 ans et depuis peu avec Énergie, dans la mise en avant et l'utilisation de leurs données d'audience. Et donc, cette société s'appellera Wizard, et vous devriez en entendre parler d'ici le mois prochain, si tout se passe bien. Mais j'en doute pas. Super, merci beaucoup Romain. Et pour finir, du coup, nous allons écouter Thibaut, qui va nous présenter son parcours. Bonjour à tous. Du coup, contrairement aux précédents intervenants, j'ai un parcours, du coup, pas universitaire, j'ai un parcours scolaire et professionnel assez atypique. En fait, là, j'ai 31 ans. En 2008, j'ai passé le baccalauréat général, du coup, que je n'ai pas eu. Du coup, suite à ça, j'ai décidé de le repasser. Finalement, j'ai arrêté mon année et pendant 5 ans, du coup, jusqu'à mes 23 ans, je me suis énormément investi dans le milieu associatif, ce qui m'a permis d'acquérir une grande expérience et une grande maturité dans la gestion et le management des gens. Et du coup, suite à ça, comme j'ai une grosse culture d'entreprise et qu'autour de moi, il y a une grosse culture de l'entrepreneuriat et de l'entreprise, j'ai décidé d'ouvrir mon premier site de vente en ligne. Donc, à 25 ans, j'ai ouvert mon premier site de vente en ligne qui était un site de vente en ligne de poudre de couleur. Donc, la poudre de couleur, c'est la poudre de couleur Oli qui est utilisée pour les événements colorés comme les Color Run, les Color Mirage, si vous connaissez. Par exemple, à Bordeaux, il y a la Birdie Color qui est un événement qui est assez connu, avec qui je travaille depuis qu'ils se sont créés. Donc, du coup, ça, c'est à 25 ans, je ouvre mon premier site de vente en ligne. Du coup, comme j'ai aucune étude, contrairement aux personnes qui viennent de parler dans le web marketing, le e-commerce, pendant 6 mois, 1 an, je vais lire et regarder tout ce qui est possible et imaginable en tuto pour acquérir une grande connaissance qui, en fait, maintenant m'a permis à 27 ans d'ouvrir un deuxième site de vente en ligne. Ce site de vente en ligne, en 29 ans, je l'ai revendu et j'en ai du coup ouvert un autre. Donc, le deuxième site de vente en ligne est un site de vente en ligne de fumigènes, de feux d'artifice et d'articles pyrotechniques. Donc, on est devenu très rapidement une référence en France. Vous pouvez taper Planète Fumigène sur Google, vous verrez, on est sur la première page. Donc, on a énormément travaillé. Du coup, deuxième site de vente en ligne à 27 ans. Ce site, je le revends 2 ans plus tard. J'ouvre un autre site qui est un site de vente en ligne de magazines, des magazines spécialisés qui parlent des supporters de football. Du coup, l'ensemble des business ou sites que j'ai décidé d'ouvrir sont des niches. Voilà, si vous voulez le rapport commun entre tous, c'est uniquement des niches, uniquement des
site où la possibilité de rentrer sur la première page Google sur l'ensemble des mots-clés était faisable avec du travail en moins de 6 mois. Voilà. Et du coup, actuellement, j'ai donc 2 sites de vente en ligne et j'ai un restaurant aussi que j'ai ouvert avec des amis et pour lequel je m'occupe de toute la communication du site internet. Voilà, c'est un restaurant qu'on a ouvert en mars 2021, il y a 1 an. C'est le dernier projet que j'ai concrétisé. J'ai les 2 sites de vente en ligne et là, je suis en train de travailler sur un nouveau projet pour racheter un autre site de vente en ligne, qui est un site de vente en ligne d'articles de fête pour élargir mon portefeuille de site internet. Voilà. Et du coup, j'ai un alternant de la licence web marketing e-commerce que j'ai vu en ligne tout à l'heure, qui s'appelle Geoffrey et qui travaille pour moi. Voilà, vous savez tout. Super, merci beaucoup. Je regarde, il n'y a pas de questions dans le chat, donc c'est bon. Donc du coup, maintenant, on se demande quel lien vous faites entre le marketing digital, donc de par votre expérience, entre le marketing digital et l'entrepreneuriat, la place que ça a. Vous voulez répondre, Sébastien et Romain? Ouais, moi j'ai une première réponse qui est toute bête en fait, c'est qu'aujourd'hui moi c'est mon parcours professionnel que de faire du numérique en tant qu'entrepreneur. Donc il y a une première chose, c'est que en fait il y a des marchés qui se sont ouverts depuis quelques années et on le voit, hein, le e-commerce en 5 ans, en 5-10 ans, tu as pu ouvrir 6-7 sites en autonomie. Moi, il y a un marché autour de la data qui s'est ouvert et qui se développe énormément, qui est arrivé. Et en fait, le lien entre marketing digital, e-business et entrepreneuriat, il me paraît évident, c'est qu'on est sur un marché qui est encore relativement jeune. Donc, il y a deux éléments qui sont importants à voir là-dedans. C'est qu'en fait, c'est un marché qui est ouvert aux nouvelles idées, aux nouvelles initiatives, dans lequel on peut aller prendre des risques et où on va avoir souvent une concurrence qui est relativement faible, ou en tout cas des axes de nouveaux business qui seront ouverts. Et d'un autre côté, il y a un risque qui est assez fort, que ces projets-là, il va falloir qu'ils soient toujours prêts à muter vers d'autres projets ou à être transformés, revendus, etc., pour passer à autre chose, parce que les outils qu'on a, qui vont intervenir sur soit la communication et tout ce qui va autour, parce que n'importe quel métier peut être amené à utiliser le e-business, et en tout cas, par exemple, la communication numérique. Mais aussi, quand le métier lui-même, comme la data, repose sur des outils, je parlais de Google Analytics tout à l'heure, qui vont avoir un cadre légal qui évolue énormément. Je le dis particulièrement pour Google Analytics aujourd'hui, parce que la réglementation qui est passée l'an dernier sur la protection des données utilisateurs a poussé tous les prestataires comme Google Analytics à prouver qu'ils respectaient bien toutes les conditions pour protéger la privacy. Et hier, la CNIL a annoncé que Google Analytics n'était pas OK avec ces règles-là, ce qui veut dire que le marché en Europe, sous 6 mois, il va énormément changer et ça crée des opportunités pour justement créer des business autour de la data, autour du service, pour que tous ceux qui utilisaient ça un petit peu en mode soit sans respecter la loi, soit en mode pour l'instant on nous dit rien donc on fait ça, ça va créer des opportunités. Donc en fait, le numérique et les outils du numérique, ils créent des ouvertures et ils permettent des initiatives. Et je pense que Thibaut, tu l'as plutôt bien saisi avec le nombre de sites que tu as lancés en si peu de temps, quoi. Et encore, j'ai parlé que des projets qui ont fonctionné. Pour rebondir sur ce que tu disais, concernant le lien, donc pour revenir à la question même, moi personnellement, je considère que le lien est indissociable. Dans mon cas, étant donné que sans Internet, sans le numérique, je ne pouvais pas ouvrir de site Internet de vente en ligne. Donc, à l'heure actuelle, je n'aurai pas de vitrine. Parce qu'en fait, au final, c'est juste que ça me permet d'ouvrir des magasins sans acheter de fonds de commerce, sans louer d'emplacement et en construisant la notoriété moi-même. Mais par contre, je voudrais rebondir sur quelque chose que tu disais concernant le fait que ça crée des opportunités. Internet et le numérique ont créé un grand nombre d'opportunités concernant la vente en ligne et le e-commerce. Personnellement, je vise des niches parce que je pense que toute la normalité est saturée.
Par exemple, si vous voulez ouvrir un site de poker, c'est pas possible. Un site qui vend des chaussures, à part si vos chaussures, elles sont faites en algues marines du bassin d'Arcachon, ramassées le matin, vos chaussures, vous les vendrez pas. Parce que devant vous, il y a Assos, Arenza, tous les. Voilà, donc ça crée des opportunités, mais attention, dans le e-commerce, il y a tout un tas d'opportunités qui ont déjà été prises et qui ne sont plus disponibles. Voilà, en tout cas, c'est moi ma vision des choses. Je trouve ça très intéressant parce que du coup, pour compléter un petit peu vos propos, vous êtes tous les deux très spécialisés dans le e-commerce et moi, je me rends compte que même dans un business qui à la base n'est pas forcément un business où on se dirait qu'il y a forcément besoin d'un site internet et de faire du e-business, on s'est rendu compte petit à petit qu'en fait, ouvrir un lieu physique, il y a besoin à un moment de le soutenir par un site internet. Donc, même dans le cas d'un entrepreneur qui est pas forcément dédié à aller sur Internet, je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est indispensable qu'on puisse avoir ça pour plein de raisons, parce que le jour où il y a un autre confinement, un autre Covid qui arrive, avoir un site Internet sur lequel on peut vendre des choses qui est bien fait et pour pouvoir se retourner facilement et continuer à faire du business, même si on est fermé, c'est indispensable aujourd'hui. Et parce que c'est une porte d'entrée incroyable pour aller chercher des nouveaux clients, chercher des musiciens qui vont venir jouer chez nous, les séduire avec un beau site internet sur lequel ils peuvent facilement s'inscrire. Enfin, c'est aujourd'hui, moi, c'est une formation que j'ai pas fait. J'ai fait vraiment que de l'entrepreneuriat. J'ai une associée dans le projet, Rachel Leroy, qui s'occupe de tout ça, qui était une ancienne collègue de Tech Deco. Donc, je me suis entouré de quelqu'un qui avait ces compétences-là parce que je me suis rendu compte très vite qu'il me fallait quelqu'un qui puisse gérer tout ça. C'est indispensable, entrepreneuriat et business aujourd'hui, dans n'importe quel business. Vous pouvez lancer n'importe quoi, il y aura forcément besoin à un moment de faire du e-business quelque part, quoi. C'est obligé. Oui, justement, pour compléter aussi ce que vous dites tous les trois, parce que vous avez quand même un beau recul là-dessus, c'est que de suite, quand on allie l'entrepreneuriat avec le e-commerce, enfin, il y a le e-commerce et le e-marketing. Le e-commerce, certes, il y a les sites web, mais aussi le e-marketing, on peut construire des communautés qui maintenant, que ce soit dans des niches ou dans des choses plus généralistes, c'est extrêmement important. Mais outre ça, on a un marché qui est complètement différent parce qu'un magasin physique va nous cantonner à la ville ou peut-être aux touristes à la limite en fonction du business que c'est. Mais de suite, un e-commerce, on touche le monde entier. Et moi, c'est comme ça que je me suis rendu compte, c'est que mon projet, c'était une marque textile qui était plutôt dans une niche pour le coup, puisque c'était avec des matériaux plutôt innovants qui sont, euh, qui sont du chanvre, de l'ortie. Ça va être des cuirs à partir enfin, des cuirs naturels. En fait, le but, c'était de faire quelque chose de plutôt éco-responsable. En fait, je me suis rendu compte que ma clientèle, elle était plutôt étrangère à présent parce que c'est des produits qui reviennent cher. C'est des produits voilà, qui séduisent, mais qui ont un certain coût. Et il faut aussi une ouverture culturelle. Et ça se trouve à l'étranger, ces gens-là. Et en fait, quand j'ai commencé à monter un site, j'ai vu qu'il fallait monter une communauté, qu'il fallait avoir des réseaux sociaux, qu'il fallait savoir un petit peu faire de la PAO, donc de tout ce qui va être Photoshop, Illustrator, ce genre de choses. C'est un plus, c'est pas obligatoire, mais c'est un plus. Et de suite, c'est des outils qui sont complètement indispensables et qui peuvent faire gagner un temps fou. Et malgré ça, comme peut-être Thibaut en est l'exemple, l'école, c'est utile, oui, mais actuellement, le web, ça prend sur le web, c'est-à-dire que sur YouTube, sur plein d'articles, il y a tellement de contenu et quasiment tout a déjà été testé. Donc, on peut reprendre, on peut l'adapter et on peut avancer avec ça. Et on a une question, donc on reviendra justement sur le budget après. Mais là, on a une question dans le chat qui demande par où commencer pour se lancer. Quel est le point de départ, la base voilà. L'initiative, l'envie, je pense que c'est ça. Bon, avant tout, il faut être méga chaud, quoi. Faut être méga chaud parce que si t'as pas déjà genre, cette envie-là, la capacité d'être autonome, de rentrer dans le tas toi-même, d'aller chercher tes opportunités au moment de les saisir, tu pourras pas te lancer. Donc déjà, première étape, genre être super motivé à faire les choses par soi-même, je pense. Ouais, ça, je pense que c'est vraiment trouver une idée et Voilà. c'est un peu sa passion. Et enfin, quand on va se lancer dans un projet entrepreneurial, on va y passer des centaines et des centaines d'heures. Il y a des moments qui vont être plus durs que d'autres. Et dans les moments les plus difficiles, si t'es pas passionné, c'est les moments où tu lâches. Donc, je pense que le premier point, c'est de construire son idée autour de quelque chose qui vraiment nous passionne et où vous savez que
dans des moments durs, vous allez vous dire que vous n'allez pas lâcher parce que c'est votre passion. Moi, ça a été la musique. Pour d'autres, ça peut être plein d'autres trucs. Mais trouver un projet qui vous parle vraiment, c'est pas juste un projet pour faire du business. Alors ça peut, mais il faut vraiment avoir ce petit côté, je pense, passion en plus, où vous allez pouvoir vous démener et passer des nuits entières dessus, juste parce que vous êtes passionné, quoi. Je pense qu'il y a un bon point de départ, c'est ça. Ouais, en effet. En fait, Très bonne il y a réponse. forcément des opportunités qui peuvent vous donner envie autour de vous, etc. Le moment de le saisir, il nécessite d'avoir cette envie-là. Et par contre, en effet, si on commence, et moi au début, c'est un des écueils que j'ai fait. J'aimais bien ce que je faisais, j'avais l'opportunité de le faire, mais j'avais pas forcément dans l'idée de me lancer dans l'entrepreneuriat. Au bout d'un an ou deux où j'étais vraiment tout seul en freelance, plus du tout avec l'agence, je me rendais compte que ouais, je souffrais et tout parce que mon objectif premier, c'était avoir plus de liberté, pas avoir de hiérarchie. En fait, je regardais l'objectif qui était genre, ah, comme ça, je serai tranquille, je serai libre, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que un client, c'est parfois, et même pratiquement tout le temps, pire qu'un patron. Moi, je suis en B2B en l'occurrence, donc je fais du service auprès d'entreprises et au final, je m'intègre dans des équipes, je dois m'intégrer hiérarchiquement auprès de gens et je suis un prestataire, donc je leur rends des comptes et je suis pas protégé par un contrat ou autre. Enfin, je suis protégé par mon contrat, mais je suis pas protégé par le droit du travail ou ces choses-là. Donc, si on recherche juste l'objectif, on se retrouve un peu embêté. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à shifter et à aller me dire, oui, je sais que j'aime bien la data, mais je veux pas le faire pour des trucs qui me parlent pas. Je préfère aller le faire pour bosser avec des équipes qui vont me plaire. Et c'est là que j'ai commencé, en gardant le même métier, à aller chercher des clients qui me correspondaient plus, en l'occurrence les médias, parce que je préférais traiter de la donnée autour des intérêts journalistiques, guider une rédaction pour améliorer la qualité de ce qu'ils font, des choses comme ça, plutôt que bosser pour des gros groupes qui font de la vente en ligne. J'ai bossé pour Printemps, par exemple, et autres, où il y avait quand même pas mal de gens assez toxiques qui faisaient redescendre faisaient redescendre la pression sur, en général, les chefs de projet avec qui moi je bossais. Du coup, les mecs étaient ultra sous pression. Et moi, je me retrouvais dans un cadre où je bouffais la pression d'une entreprise, alors que mon objectif à la base, c'était de prendre de la liberté. Donc, j'ai trouvé un endroit où il y avait en tout cas, au moins des valeurs personnelles et des objectifs d'entreprise qui collaient plus à mes envies pour que mon projet entrepreneurial, il colle un petit peu plus à mes volontés, à mon objectif final, quoi. Mais après aussi, ce qui peut être, enfin, je sais pas vous, parce que Thibaut et Romain, vous pouvez peut-être attester de ça, mais enfin, Thibaut qui a pas fait de parcours universitaire, mais Romain un peu, mais et Romain, le fait que tu sois en freelance, je sais pas vous, mais j'ai la sensation, moi, après la licence entrepreneuriale, même maintenant, euh, que vraiment le fait d'être déterminé, c'est ce qui devient notre moteur et c'est ce qui nous amène à croire en nos projets. Et c'est peut-être ça aussi que le côté universitaire nous fait perdre parce on est, on est dans des salles tous ensemble, etc., etc. Mais après, dans la vie, le lendemain, il n'y a plus personne et on est tout seul et on est face à ses propres problèmes, qui sont que si on veut mener un projet, ben, il faut pas faire comme tout le monde. Il faut parfois faire 100, 150%, 200% de plus. Et ça demande, ben, on va dire un mot qui est à la mode, mais ça demande de faire preuve de résilience, quoi, et de savoir de se relever de chaque problème. Et avec Sébastien, pour exemple, l'année dernière, on en parlait souvent quand on échangeait autour de nos projets. À certains moments, on avait envie de se tirer une balle parce qu'on se disait, mais jamais on va le sortir, le truc. Et d'autres moments, on était euphorique parce qu'on se disait, mais c'est la meilleure idée du monde qu'on ait jamais eue, quoi. Et, et ça, c'est des phases où tout le monde passe. J'ai la sensation, il y a 4 phases. Moi, j'ai réussi à établir 4 phases. Là, vous en avez 2. Je vous laisse chercher les 2 autres ou peut-être les vivre. Mais, mais c'est des choses à prendre en compte. Et ce que je me dis toujours, c'est que si d'autres l'ont fait, alors on peut le faire. Rien n'est impossible. Et alors, certes, c'est peut-être un extraterrestre, mais quand on peut regarder quelqu'un comme Elon Musk qui a réussi à créer une marque de voiture, une marque de fusée, quand quelqu'un arrive à faire ça, je pense qu'on peut lancer un site internet. Ça, c'est dans nos cordes. Ouais, alors, je suis client de ce que tu dis, détermination et tout, c'est ce qui Ouais, fait moteur. Résilience, évidemment, parce que tu vas prendre des coups durs et il faut se relever parce que si tu te relèves pas dans les 15 jours, derrière, il faut bouffer à la fin du mois. Donc, Et voilà. évidemment. Par contre, faire plus, pas forcément, faire mieux réfléchir à son truc, essayer d'optimiser, de s'organiser, etc.
Parce qu'en fait, si tu fais plus, que tu fais 200%, que tu bosses 4 fois plus que tout le monde, etc., au bout de 2 mois, tu es rincé. Et là, ton cerveau, il fonctionne plus. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça marche. Donc, j'essaie plutôt aller à l'économie de temps et à augmenter ma marge. En gros, aujourd'hui, j'ai signé un client il y a 1 an. Je lui vendais 4 jours par semaine. Je lui vends toujours 4 jours par semaine. Sauf que moi, j'en passe 2, en fait. Parce que j'ai optimisé ma façon de m'organiser, etc. Lui, je lui offre le même volume de travail. Donc, j'ai pas de raison de réduire ça. Donc, il y a aussi le côté. Après, moi, c'est du service. Hein, donc, c'est un peu différent. Mais il y a le côté où parfois, il faut se dire, genre, si je veux aller plus vite que les autres, il faut peut-être que je sois plus organisé ou que j'ai une méthode qui fonctionne. Il ne faut pas juste se dire, j'y vais à la détermination et puis j'enchaîne les tâches parce que il faut faire gaffe à soi aussi. Il ne faut pas se fatiguer parce qu'au bout d'un moment, sinon, on est humain, quoi. Même avec toute la détermination du monde, quand tu es trop Ouais, vanné, c'est vrai. Ouais. rien de sortir, quoi. Oui, il faut le faire intelligemment. Ouais, voilà, faut le faire en bonne intelligence. Mais évidemment qu'il y a des moments où tu vas t'envoyer 2 semaines où tu bourres le taf et tu y vas à fond pour pouvoir un peu respirer derrière parce que sinon tu finis sous l'eau. Hein. Il y a des échéances dans tous les métiers. Donc, du coup, on peut prendre la question du coup Abir qui pose une question encore qui demande les ressources qui sont nécessaires pour débuter, donc financières, toute ressource. Alors ça dépend. On en a parlé la dernière fois qu'on s'est vu. Donc, je vais répéter la même chose. Je vais donner la réponse me concernant, en tout cas ce que je pense de ça. Pour ouvrir un site internet, et du coup de vente en ligne, dans mon cas, vous pouvez ouvrir un site de vente en ligne et le budget que vous allouez à ouvrir un site de vente en ligne ou même à ouvrir une société. Je prends toujours l'image de la voiture. Si vous allez sur le Bon Coin et que vous voulez acheter une voiture à l'heure actuelle, vous avez des voitures qui coûtent 500 euros et vous avez des voitures qui coûtent même 100 000 euros. Même sur le Bon Coin, vous avez des voitures qui valent ce prix-là. Pour ouvrir un site de vente en ligne, c'est la même chose. Vous pouvez choisir de mettre 500 euros comme vous pouvez choisir de mettre 100 000 euros dans son ouverture ou dans son lancement. Simplement, vous n'aurez pas les mêmes fonctionnalités, vous ne pouvez pas attendre les mêmes choses en retour, ça n'ira pas à la même vitesse et vous ne générerez pas le même volume, le même flux, le même trafic et donc forcément le même chiffre d'affaires. Ouais. Pour rebondir sur ce que tu disais, en effet, on ne peut pas donner une somme ou une valeur exacte pour commencer. Tu peux mettre 0, 10, 10 000, 100 000. Par contre, tu peux le calculer. Et ça pour le coup, c'est un peu ma formation comptable qui parle. Mais ceux qui sont encore à Tech2Co, vous avez des cours de compta. Un tableau de résultats prévisionnel sur 1, 2, 3 ans. Ça te permet de déjà calculer est-ce que je peux générer de la marge, est-ce que je peux me payer pendant les premiers mois, est-ce que je peux investir suffisamment dans la communication pour atteindre le nombre de personnes que je souhaite via Facebook Ads ou autre moyen de communication. Donc tout ça, en fait, tu peux te faire des scénarios aussi. Tu peux te dire, et si je commence à 100 euros de ressources, comment je les dépense et qu'est-ce que ça va me générer comme chiffre d'affaires? Et si je commence à 10 000, moi, là, pour mon entreprise, j'avais fait 4 scénarios, en gros. Un où je mettais 5 000 euros, un où je mettais 10 000 euros, un où je mettais 20 000 euros. Et ça m'a permis de savoir, OK, dans 1 an avec ça, où est-ce que j'en serai en termes de résultats? Si je perds un client dans l'année, je l'intègre. Ah, OK, bah, je reste en marge positive, donc je suis plus confiant pour me lancer. Par contre, celui à 5 000 euros, je perdais un client dans l'année, je tombais en déficit. Et ce n'est pas le but de tomber en déficit dès la première année. Donc, je pense que ça se calcule et pour ça, il faut utiliser tous les outils que vous avez pu voir pendant la formation, quoi. Ça, d'où l'importance d'avoir quand même des petites notions comptables, même si je vois une question là Moi aussi, je l'ai vu. Dans le chat de est-ce que c'est vous qui vous occupez de la compta ou est-ce qu'on peut Voilà. Ça, pour un entrepreneur. Soit tu es très bon en compta et tu t'y connais de ouf et à ce moment-là, tu le fais tout seul. Ça prend un petit peu de temps, mais ça t'économise à peu près 200 balles par mois. Soit tu as un bon comptable et tu dis que t'es pas si bon en compta que ça, même si on a eu une très bonne professeure. Tu vas faire le minimum social et le reste, tu vas l'envoyer à ton comptable. Donc, oui, après, dites-vous, si vous n'êtes pas bon en comptabilité, vous pouvez quand même être entrepreneur, mais il y a quand même des bases à avoir quand tu vas devoir construire tout un business plan et aller le défendre devant une banque, devant un expert comptable. Il faut quand même avoir des petites bases, quoi. Ouais, faut pas avoir peur non plus. Faut pas avoir peur non plus parce que on dit compta, ça fait peur. Lister ses coûts versus son chiffre d'affaires potentiel, ça donne déjà un ordre d'idée. Après, tu soumets ça à un comptable, je pense, pour pouvoir valider qu'il y a tout.
si tu n'es pas sûr d'avoir pris en compte toutes les charges, tous les trucs comme ça. Mais faire une première étape déjà soi-même avec les grandes valeurs d'un équilibre du truc, c'est faisable à mon sens. Ouais, c'est faisable. C'est pour ça qu'il faut avoir quand même des petites notions. Et puis, je voulais aussi compléter les propos qu'on a depuis tout à l'heure par rapport à la question de qu'est-ce qu'il faut avoir pour commencer. Parce que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup du financier, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à côté Faut avoir l'idée à déjà. avoir comme ressources. Et ça va faire un peu cliché de le dire, mais franchement, le réseau, le truc le plus important que moi j'ai développé pendant mon année en entrepreneuriat, que j'avais un peu sous-estimé avant. Et depuis cette année, j'ai rencontré des dizaines de personnes qui m'ont aidé sur le projet, en dehors de TechDeco, mais même dans TechDeco, et de gens qui ont pu m'aider. Donc ça aussi, si vous avez un bon réseau dans votre business, dans votre branche de business sur lequel vous pouvez vous appuyer, c'est une ressource énorme. Et moi aujourd'hui, les gens qui m'aident le plus, c'est des gens que j'ai rencontrés un peu par hasard, alors que ce soit sur LinkedIn ou alors dans des conférences ou juste en discutant avec des gens en soirée. Et juste un autre conseil aussi, parlez de votre projet au maximum, ne le gardez pas pour vous. Je pense que c'est une erreur que font les jeunes entrepreneurs à se dire, mais on va me piquer mon idée et tout. Moi, dès le début, et avec Lady, on s'était fait la réflexion quand on était ensemble en cours. C'est-à-dire, plus on en parle à des gens, et plus ça va créer du lien et créer un réseau. Donc, ça aussi, en termes de ressources, c'est le réseau principalement, vos connaissances. Et ensuite, le financier, c'est l'intelligence de mener ton projet. Et après, tu vois, si toi, ça rentre dans ton portefeuille ou pas, mais enfin, pour moi, c'est pas la première chose à laquelle vous devez penser quand vous lancez un business, quoi. Bien sûr, c'est important, mais vous focalisez pas que là-dessus et vous bloquez pas juste parce que vous avez peu de ressources financières. Moi, aujourd'hui, j'en ai peu et je suis en train de monter un business, donc c'est pas déterminant dans le fait d'en monter un. Pour revenir sur la comptabilité, euh, alors, on n'est pas obligé d'aller voir un comptable pour faire ses comptes tous les jours. Mais moi, personnellement, dans mon cas, en tant que société, je suis obligé légalement de faire certifier mes comptes parce que si je veux aller voir la banque pour lui demander un crédit, elle me demande mes comptes certifiés par un expert comptable. Parce que l'expertise comptable est un titre au même titre que notaire et que du coup, c'est un truc hyper carré, hyper normé. Il faut ramener toutes ces factures. Du coup, vous pouvez faire la comptabilité tous les jours, tous les mois. De toute façon, si vous êtes soumis à la TVA, parce qu'il y a aussi cette question, est-ce que vous êtes en auto-entreprise et vous n'êtes pas assujetti à la TVA? Est-ce que vous êtes en société, vous êtes assujetti à la TVA comme je le suis personnellement? Du coup, tous les mois, vous devez faire votre déclaration de TVA. Donc, personnellement, dans mon cas, depuis la première année, je suis dans un cabinet d'expertise comptable qui déclare ma TVA mensuellement et qui certifie mes comptes à la fin de chaque année. Donc, effectivement, ça coûte de l'argent et pourtant, je n'ai pas une petite estime de moi concernant la comptabilité. Voilà. Oui, non, il faut forcément le soumettre et le faire valider par un expert Exactement. parce que on peut pas le valider. Et puis de toute façon, l'expert, il va pouvoir dire genre, oui, mais attends, la loi elle bouge. Je veux dire, maintenant il y a tel truc. Exactement. Il connaît tous les détails et il va permettre d'optimiser aussi pas mal d'éléments sur la façon de déclarer les coûts, etc. Donc c'est évident qu'il faut le faire, hein. Je disais plus dans l'ordre d'idée du début. Faire ces petits scénarios pour se dire au moins est-ce que j'ai les moyens de lancer mon projet ou est-ce que je vois déjà que ma marge elle est négative, Ah quoi. non, mais ça c'est sûr. Mais après, C'est de par la compta de exemple, gestion en plus. dans le cas du restaurant, je reviens à ça, mais parce que nous, par exemple, tu t'es dit, tu parlais de communauté. Notre restaurant, il a moins de 1 an. On a commencé à créer une petite communauté sur les réseaux sociaux, voilà, avec quelques followers sur Instagram, etc. Mais le restaurant, la banque nous demandait un prévisionnel visé et certifié par cabinet d'experts comptables. Un simple prévisionnel fait sur un logiciel. Parce que nous, avant d'aller chez le comptable qu'on a et du coup qu'on a utilisé, on avait déjà fait nos petits calculs sur l'ordinateur, mais le comptable, du coup, lui, il utilise son logiciel pour faire le prévisionnel et après, du coup, on va à la banque. Et, du coup, nous, par rapport à la banque, en fait, le fait d'aller chez les comptables et chez les experts comptables, ça donne aussi une dimension plus professionnelle, je trouve. Pour revenir à ce que tu disais, Sébastien, sur la communauté et sur le réseau. Alors, personnellement, c'est pour ça que je rebondis sur ça. Je suis entièrement d'accord avec toi. Essayez de vous entourer au maximum. Personne ne vous volera vos idées. Très peu de gens ont l'esprit d'entreprise, particulièrement en France. Très peu de gens ont l'esprit d'initiative. Donc, voilà. Et personne ne vous volera votre idée. Je croyais ça à mon premier site, à mon deuxième site. Non, c'est ce qui m'a permis de bien mieux réussir. Et la communauté, très, très importante.
je suis extrêmement entouré et je bénéficie de beaucoup, beaucoup, beaucoup de liens. Et du coup, tu as entièrement raison. C'est très, 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 très important le réseau. Voilà, j'ai un ami qui est notaire, un ami qui est si, une cousine qui fait ça. Voilà, voilà, très important. Et pour ceux qui se Justement, disent, oui, mais moi, j'ai pas de réseau, ça va se chercher le réseau aussi, hein. Oui, Il y a exactement. des assos, notamment Akinum, qui est sur la région Aquitaine, sur tous les projets numériques. Ils accompagnent beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. Il y a le Node, qui est un endroit de coworking qui coûte 10 fois moins cher que tous les autres, qui est ouvert à tous les entrepreneurs du numérique, sur lequel Akinum organise souvent des choses, dans lequel vous pouvez aller bosser régulièrement sur vos projets entrepreneuriaux, où vous allez voir qu'il y a 10 000 projets différents dans 15 secteurs différents. Et là, en plus, l'ambiance est vraiment bon enfant et on n'est pas là en mode petit apéro réseautage sans trop se connaître ou machin. Là, c'est vraiment du quotidien où ça bosse. Donc, en fait, la personne à côté de vous va vous dire, ah ouais, toi, tu fais quoi aujourd'hui? Ah ouais, putain, c'est intéressant. Tu apprends des choses et tu te fais un peu tes collègues d'entrepreneuriat, en fait, comme ça. Donc, faut aussi vous dire, genre, où sont les gens, où vont bosser les gens, dans quels endroits, dans quels événements vont les gens que j'ai envie de rencontrer dans mon secteur ou dans le numérique, par exemple, pour identifier ça et se dire bon bah voilà, bah, j'y vais. Je connais personne pour l'instant, j'y vais, je vais rencontrer du monde et faut se lancer quoi. et justement aussi par rapport à la parallèle, enfin, pour faire une parallèle à l'image de la comptabilité que vous avez fait, je pense que la comptabilité, c'est la chose que tout le monde peut identifier parce que c'est ce qui peut être complexe, parce que c'est beaucoup de chiffres avec des règles, etc., etc. Mais dans le fond, la comptabilité peut ressembler à plein d'autres secteurs qui sont dans une même entreprise. C'est quand on est entrepreneur, on entreprend un projet, on le porte, mais on ne doit pas savoir tout faire dans la boîte. C'est-à-dire qu'on n'est pas censé être non plus expert comptable, on n'est pas censé être expert de la com, expert de la logistique, expert de tout. Enfin, moi, c'est quelque chose que je commence vraiment à comprendre, c'est il faut savoir un petit peu faire pour savoir le déléguer et savoir le contrôler. Parce que là, par exemple, pour le e-commerce aussi, c'est aussi pour ça que moi j'ai pris cette branche, parce que j'aimerais savoir comment tout se passe dans l'e-commerce, mais surtout sur les sites, sur la communication, sur les réseaux sociaux, sur le référencement naturel. Enfin, il y a plein de métiers. Et derrière ça, ça veut dire que demain, si un site est monté, eh ben, je pourrais mettre en place des indicateurs qui me permettront de contrôler tout ça. Et donc, c'est pareil, la comptabilité, il faut juste avoir des notions pour savoir lire un plan comptable, savoir faire un business plan parce que c'est indispensable, savoir lire un prévisionnel pour voir si votre expert comptable, il a pas oublié de mettre la TVA parce que ça peut vous faire couler une boîte, par exemple, sur les avances de trésorerie. Et c'est vraiment quelque chose où il faut le voir de A à Z. C'est que on n'est pas censé savoir tout faire, il faut juste savoir comprendre la majorité des choses. Alors, j'en profite pour vous poser une question du chat. C'est Antoine qui a posé une très très bonne question. Est-ce que c'est plus pertinent dans le commerce de commencer par une entreprise, attendez, hop, que commencer par une entreprise avec un commerce physique et ensuite de rentrer dans le e-commerce ou alors de rentrer dans le e-commerce directement? Ça, j'ai l'exemple parfait, c'est dans la marque textile que j'ai voulu lancer. La question que je me suis posée, c'est est-ce que je ne ferais pas une marque plutôt commune et après je me mettrais dans le segment du luxe? Et en fait, il faut vraiment savoir dès le début quel est ton marché et en fait quel peut être ton marché exactement cible et quel est ton persona. Est-ce que ton persona va se déplacer dans les rues? Est-ce que ton persona va être devant son ordi après sa journée de boulot? Est-ce que ton persona aura fini sa journée de boulot, les magasins seront fermés et donc il se dirige automatiquement vers le en ligne? Enfin, c'est vraiment ça, c'est son marché et c'est une question. Enfin, je sais pas ce qu'en pense Thibaut, mais je pense que Alors euh, moi, personnellement, j'ai un avis très tranché sur cette question. Très, très tranché. C'est simple. En dehors de la restauration ou des magasins sous enseigne connus mondialement ou nationalement, je vous donne un exemple, même un Jiffy par exemple, je prends. Tout le reste, je n'ouvre pas un magasin. Personnellement, pas de magasin. c'est un Fini. énorme investissement, un énorme risque Fini. financier par rapport à la période. Il faut aller dans la rue Sainte-Catherine, vous êtes tous bordelais, je pense. Aller dans la rue Sainte-Catherine, regardez qui rachète les magasins de la rue Sainte-Catherine. Voilà, vous comprendrez, c'est pas possible de tenir des magasins. Enfin, à part des chaînes ou de la restauration, parce que ça, c'est quelque chose où on n'a pas le choix. C'est de la vente physique. Je ne crois pas du tout au fait d'ouvrir des magasins pour vendre
des habits. Je ne crois pas au concept store qui mélange bar et on vous vend des bijoux. Je ne crois absolument pas à ça. Après, peut-être qu'il y a des gens qui ont des contre-exemples, qui vont me montrer que ça marche, qu'on peut le faire, mais je suis persuadé que ça sera des exceptions parmi le fait que en 2022, ouvrir un magasin en dehors d'un restaurant, etc., même un coiffeur, par exemple, voilà, des choses où on a vraiment besoin de se rendre sur place ou d'ouvrir un magasin sous enseigne, c'est-à-dire, par exemple, vous voulez ouvrir un H&M, vous voulez ouvrir un Zara, vous voulez ouvrir un McDo, c'est la restauration, vous voulez ouvrir n'importe quel type de magasin, un magasin de téléphone, Orange, etc., n'importe quel type de magasin avec une franchise ou avec un nom connu, j'y crois, mais pas du tout, du tout, du tout. D'autant plus qu'aujourd'hui, avec les outils qu'on a de communication numérique, de ciblage justement sur ces personas-là, etc., en gros, tu peux t'assurer que 90% de ton investissement en com numérique, que ce soit de la pub en ligne, du mailing, ce que tu veux, il va tomber auprès de gens qui ont les centres d'intérêt qu'il faut, la classe socio-démo, l'âge, qui ont fait des recherches en lien. Tu t'intègres en fait vachement plus dans leur parcours d'achat plutôt que juste être à disposition si jamais ils ont envie d'eux. En fait, ils savent déjà plus ou moins qu'ils veulent le produit ou alors ils s'y sont intéressés, ils l'ont vu quelque part, machin. Si ta pub, elle le cible, bah, c'est bon, hein, tu peux passer devant un vendeur de chaussures Zalando en pub numérique parce que tu vas le cibler en plus sur l'éco-responsable et c'est ta pub qui va apparaître dans son fil Facebook ou dans son fil Insta, quoi. Ouais, voilà. Et moi, enfin, justement, exactement par rapport à ce que vous dites là, dans la boîte dans laquelle je suis actuellement, parce que je suis en alternance, c'est une boîte dans le luxe qui s'appelle FT et c'est un maletier. Un maletier, peu de monde savent ce que ça peut être. On fait de mal des coffrets, des vanities. Pas C'est pour ça. une clientèle hyper luxueuse. Tu devrais Vas-y, faire un vas-y. TikTok. Vous percez direct. Oui, non, mais oui, ça, non, mais Maletier ça, sur on a TikTok, la vous percez communauté. direct. Mais derrière ça, en fait, c'est qu'on voit que on pourrait avoir un magasin physique et faire rêver tous les gens dans la rue. On pourrait s'appeler Vuitton, avoir un porte-étendard sur les Champs-Élysées. Oui, on aurait enfin, nous, on n'aurait pas de clientèle puisqu'on on n'a pas la notoriété. Par contre, nous, notre clientèle, on sait qu'elle se situe aux États-Unis, on sait qu'elle se situe dans les pays plutôt anglo-saxons et dans les pays asiatiques. Donc, nous, on a un site internet qui va cibler ce type de personnes. Et encore, il y a 3 jours, ben, il y a un skipper irlandais qui nous a contactés sur le site internet. On avait beau avoir un site un magasin rue Sainte-Catherine, parce que c'est un peu plus compliqué le site Sainte-Catherine. Mais bref, on n'aurait peut-être pas eu ce client. Et c'est là où il faut vraiment voir que la digitalisation de notre monde, ben, maintenant, c'est un fait, c'est plus un espoir, c'est un fait. C'est-à-dire que maintenant, grâce à votre téléphone et votre ordinateur, vous pouvez communiquer avec le monde entier, ça c'est vrai, mais en plus, on peut étudier la data, ben, comme le dit Romain, on peut cibler exactement qui on veut grâce aux pubs, grâce au référencement, grâce à la création de contenu, grâce à tout ça. Donc, merci pour vos réponses. Il y a Cléa qui demande si c'est possible de mener un projet d'entrepreneuriat parallèlement à un travail. Ah, parallèlement au travail. Totalement. Un travail, ou même, je pense qu'il y en a qui ont demandé aussi par rapport aux études. Ça dépend ce que vous faites. Mais vous pouvez commencer en étant étudiant, vous pouvez commencer en ayant un autre travail. Et c'est pas, voilà, vous pouvez commencer à mûrir votre idée. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai commencé. D'abord, j'ai commencé à mûrir mon idée, puis j'ai fait 1 an d'auto-entreprise. Donc là, je n'avais pas d'expert comptable, hein. C'était pour revenir à tout à l'heure, 1 an d'auto-entreprise sans expert comptable, et puis après, société. Voilà, suite aux problèmes rencontrés par le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires étant plafonné en auto-entreprise, c'est au bout d'un moment, on est obligé de changer de statut. Voilà. Par contre, j'avais vu une première réponse qui est oui, par contre, c'est vrai que ça peut empiéter sur ta vie sociale, machin, parce qu'en effet, si tu as déjà tes études, ton boulot, machin. Donc, vous pouvez le faire en effet, mais faut savoir que ça va prendre du temps énormément. Donc, soit vous le faites entouré de gens, soit vous prévoyez du temps quand même pour vous. Mais si vous passez de vos études à votre boulot, à aller dormir, au bout d'un moment, vous allez trincer, hein. Après, pendant une petite période, le temps de la transition, vous commencez à préparer tranquillement et puis se prendre un moment, par exemple, pendant les vacances d'été, où là, vous mettez un gros coup de jus pour pouvoir faire le lancement à une période où vous avez moins de boulot à côté. Ça peut être une solution. Mais c'est vrai qu'il faut y penser. Si vous cumulez, ce serait comme cumuler 2 jobs, quoi. Bon, pour moi, c'est un boulot à plein temps de monter un projet. Donc, soit on l'étale un peu dans le temps et on sait que ça commencera pas tout de suite, soit Ouais, c'est ça. on prévoit, quoi.
Et ça, Du c'est coup, complètement là-dessus parce que moi, pour le coup, j'ai fait l'expérience quand j'ai fini la licence entrepreneuriat, je suis retourné en restauration parce que j'avais besoin d'un boulot pour payer les factures, simplement. Et à côté de ça, du coup, je continuais à porter le projet. Donc, en fait, je travaillais toute la journée de 9 ouais, je faisais genre 9-19, 9-18, je bossais chez moi sur le projet. Et le soir, je faisais service de restauration jusqu'à minuit, 1 heure. J'ai tenu 2 mois et au bout de 2 mois, j'en pouvais plus parce que bah, j'avais pas mes week-ends. Quand c'était mes jours de repos, j'en profitais pour caler tous mes rendez-vous pro. Donc, il y a un moment où, enfin, faut aussi prendre du temps pour soi et réfléchir à avoir un cadre de vie qui permette quand même d'être à 100%. Moi, il y a des moments à la fin des 2 mois là, j'étais complètement exténué et quand j'étais en rendez-vous pro, j'étais à côté de la plaque, quoi. Donc, il faut aussi se créer un cadre de vie où c'est possible d'avoir un job à côté, c'est possible de faire des études à côté d'un projet. Ça dépend de l'état d'avancement du projet, ça dépend vous de votre énergie et de la jauge que vous allez mettre dans le projet et le reste à côté. Mais franchement, trouvez-vous un cadre de vie qui est confortable où vous pouvez continuer à avoir des week-ends de temps en temps, à pouvoir voir vos potes, votre famille, à passer du temps. Enfin, aussi prenez soin de vous. Et ça, je pense, c'est un truc qu'on nous a beaucoup répété dans la licence. Et on avait une grande sensibilisation par rapport à ça dans la licence d'entrepreneuriat, où ils nous ont dit directement que on allait charbonner, ça c'était sûr. Et c'est aussi notre choix de rentrer dans la licence. On a énormément travaillé avec Teddy dans cette licence-là, et je pense toute la classe. Mais on nous a beaucoup sensibilisés au fait de prendre aussi un peu de temps pour nous et de se construire un quotidien qui soit agréable, quoi. De se dire, genre, c'est quoi ma journée type? Moi, je sais que dans ma journée type, il y a 80% de choses que j'adore faire. Il y a 20% de choses que j'aime un peu moins faire, mais au moins, genre, je me suis construit comme ça. Et je sais que demain, quand je vais me lancer, je vais passer ma journée à accueillir des groupes, à prévoir des concerts et à être derrière un bar à envoyer avec mes collègues, chose que j'adore. Chose que j'aime moins, faire des trucs de relations fournisseurs, de la paperasse administrative, des choses comme ça qui sont obligatoires. Et donc, je sais aujourd'hui à peu près la répartition de mon travail demain. Donc, aussi, faites attention à ça, parce que je voyais la question là, quel est votre quotidien type en tant qu'entrepreneur? Euh, je vais peut-être laisser les autres répondre, parce que moi, pour le coup, je suis en création d'entreprise, donc j'ai pas encore vraiment mon quotidien d'entrepreneur, mais en tout cas, c'est important de le réfléchir à l'avance et de se rendre compte un petit peu de ce que ça va être quand tu vas lancer la boîte, quoi, tout simplement. Juste avant, si je peux me permettre, par rapport à ce que vous dites justement dans le temps consacré, si on lance un projet à côté de quelque chose, il y a lancer un projet et étudier le lancement d'un projet parce que avant de lancer un projet, on ne dit pas demain je me mets sur un site internet, je le fais. Et en parallèle de son activité principale, que ce soit des études ou un emploi, on peut totalement et même on doit commencer un projet entrepreneurial si on veut se lancer. On ne peut pas couper et commencer à se lancer. Il faut commencer à étudier ce qu'on veut faire, commencer à trouver son marché, commencer à trouver comment je pourrais le faire, des partenaires, etc. Mais après, quand on commence à vraiment mettre les pieds dedans et à trouver des partenaires, trouver des fournisseurs, des rendez-vous, etc., là, ça devient bien plus complexe. Et de ce que dit Sébastien aussi, il faut s'écouter et écouter parce que votre santé, quand vous êtes tout seul au début, ou même à plusieurs, si vous n'allez pas bien, le projet va pas bien. Et donc, peut-être potentiellement, vos associés vont pas bien parce que vous n'allez pas bien. Il faut conserver des moments où vous puissiez vous évader. Enfin, moi, de mon point de vue, parce que je le vois même, que ce soit dans les études, parce que quand on a alternance, moi, je bosse aussi beaucoup le soir. Quand on fait des journées de plus de 10 ou 12 heures, à certains moments, on a envie de dégoupiller, quoi. Et, et avoir un moment, que ce soit, je sais pas, dans le sport, un livre, une série, quelque chose qui permette de vraiment se vider de sa tête. Et le lendemain, quand on réouvre l'ordi, on se dise, ah ouais, c'est vraiment une nouvelle journée. Ça, c'est très important de ne pas, se flinguer au boulot, quoi. Alors, Ouais. j'aimerais juste intervenir 2 petites minutes. C'est une question très rapide parce que sinon on n'aura pas le temps de tout déposer. Comment faites-vous face à l'échec dans l'entrepreneuriat? Je dirais être bien entouré, encore une fois, hein. Ouais, il faut être résilient. Les gros moments d'échec, ouais, être résilient et avoir ce qu'on disait au tout début, je pense avoir le côté un peu passion de son projet où même en se prenant des grandes claques, on est sûr derrière qu'on va continuer à bosser. Et ensuite, partager aussi ces moments-là. Alors, soit avec des associés, soit alors avec des gens, votre copain, votre copine, des amis proches, la famille, mais partager les moments de joie et les moments où vous allez être au plus profond, parce que c'est ce qui va vous aider aussi à passer à autre chose et à vous relever facilement. Bon, en tout cas, Et je c'est dirais deux même, expériences, les meilleurs moments que j'ai vécus.
c'est les moments où je me relevais d'une grande claque et où j'avais ma famille, mes amis, mes associés qui me poussaient et où ensemble on arrivait à sortir de situations un peu compliquées. Donc, Ouais. Je dirais entourez-vous même avant l'échec. aussi. Avant l'échec, hein. Enfin, à la première, au premier, quand il commence à y avoir des petits trucs qui marchent plus trop, des galères avec un fournisseur, des trucs comme ça, le prenez pas tout pour vous, parlez-en, tu vois, comme les collègues qui se plaignent entre eux au boulot en salariat, tu vois, et qui disent ah, il me casse les couilles, c'est chiant. Tous ces trucs-là, si tu les sors petit à petit plutôt que de les garder jusqu'à ce que ça pète, et genre là, tu prends trop cher, bah déjà, si tu l'as partagé un petit peu en amont, ça fait du bien. Et ça t'évite ce côté-là. Et ouais, t'isole pas dans ton échec, faut pas en avoir honte en fait. Il y en a qui vont pas le dire, genre t'as perdu un client, tu le dis à personne autour de toi parce que tu te dis putain, ils vont se dire ah bah ouais super, l'entrepreneur il réussit pas ses trucs. Bah non, dis-le, tu vois, genre si tu le dis pas, tu vas le garder pour toi, tu vas commencer à t'isoler, c'est pas bon quoi. Donc dès le début, même les petits échecs, tu les partages, comme ça t'auras pas peur aussi. On pourra même te dire des fois genre ah, mais du coup, ça veut dire que ça t'ouvre du temps pour aller chercher un autre client parce que celui-là, ça commence à être un peu chaud. Des fois, moi, mes potes, ils me donnent des bonnes idées juste pour reshifter. Tu vois, ils me disent, ah bah ouais, là, ça se voit que tu vas pas bien sur ça, ce projet, tu l'aimes pas, bouge, bosse avec quelqu'un d'autre. Ok, merci. Et du coup, on a Hugo qui demande ce que vous a apporté Tech Deco. Bah, du coup, je l'ai fait, je crois, je suis le plus récent à l'avoir fait. Et après, je laisserai répondre Romain, qui a eu plus de recul sur ça. Bah, ça a apporté vraiment, enfin, c'est les 2 ans de Tech Deco que j'ai fait en DUT, ça t'apporte vraiment toutes les bases qu'il faut avoir de base pour lancer un projet, que ce soit en communication, en marketing, négociation, droit. J'arriverai même pas à citer toutes les matières, mais finance, compta, tous ces trucs-là. Ça te fait un énorme socle commun. Et moi, quand je suis arrivé ensuite en licence entrepreneuriat, je me suis rendu compte que j'avais un bagage qui était énorme et que je partais avec beaucoup d'avance comparé à certains collègues de ma classe qui n'avaient pas forcément eu toutes ces connaissances-là, qui s'étaient très vite spécialisés dans des choses, dans des BTS. Aujourd'hui, là, en portant le projet, ça me sert tous les jours. Enfin, là, par exemple, hier, j'ai rencontré un propriétaire de locaux que je dois un petit peu séduire pour pouvoir mettre mon projet dedans. J'ai travaillé la veille sur de la négociation. J'ai préparé un document qui est un petit peu sympa avec des trucs de communication dedans, avec plein de choses qu'on m'a appris à TechDeco et que j'ai utilisé du coup directement parce que c'est une bonne manière de travailler. Donc c'est hyper complet et je pense que la licence permet d'aller vraiment plus loin. Enfin, moi, je parle vraiment juste pour le côté entrepreneuriat, hein. Je laisserai Teddy répondre pour le côté e-commerce, mais ça permet vraiment d'aller plus loin, d'être bien accompagné et que quand on va se retrouver face à des professionnels, on a des clés, on a des choses qu'on va pouvoir raconter. Et très souvent, quand on me présente des business plans qui ont été vus par nos profs et qui ont été validés, bah, quand on arrive devant une banque, devant un expert comptable, on a un dossier où ils me disent bah, j'en vois pas beaucoup comme ça, quoi. J'ai une réflexion d'un banquier qui me disait il y a un business plan sur 20 qui ressemble au vôtre parce que bah, il est complet, qu'il y a toutes les informations, qu'il est bien structuré, il n'y a pas de faute d'orthographe, c'est joli, on a envie de le lire. Enfin voilà, c'est des trucs tout cons, mais je l'aurais peut-être pas fait sans toute la formation TechDeco et ensuite la licence. Donc, Ouais, je suis d'accord, ça apprend à structurer le projet en fait. ouais, vraiment, c'est la meilleure clé, c'est ça. Ça formalise. Moi, j'ai trouvé des produits que je pensais pas intégrer à la base parce que je pensais en fait transformer juste ce que je fais en consulting pur vers une société pour des raisons juste, bah, je dépassais les seuils de franchise de TVA, etc. Et en fait, en faisant le business plan, en passant par ces étapes qui sont plutôt théoriques, etc. pour l'étude de marché, hein, les classiques, SWOT, Pestel, marketing mix, la totale, quoi, en passant par toutes ces étapes. Je me suis dit, mais en fait, là, il y a des opportunités de trucs qui sont à forte marge, qui se font en peu de temps, sur lesquels je peux être super efficace et que je peux vendre à moindre coût. Donc, ça permet d'identifier aussi des éléments auxquels tu n'aurais pas pensé parce que c'est pas ton quotidien ou le projet de base que tu avais, mais tu as la compétence qui est déjà là, tu as un marché qui vaut le coup. En faisant cette analyse-là, en posant ces bases-là, ça te permet aussi d'identifier tout ce que tu n'aurais pas pensé. On ne peut pas juste faire au pur coup de génie. Il y a des opportunités qui se font en mettant les choses à plat, quoi. Ouais, et du coup, juste pour compléter les propos de Romain, enfin, je voulais aussi parler, on en avait parlé dans le chat là, tout à l'heure, de l'incubateur Ubilab. Ça fait aussi partie des choses, moi, qui m'ont poussé à faire la licence de l'IUT de Bordeaux plutôt qu'une autre dans des écoles privées ou des choses comme ça.
parce qu'il y a un vrai écosystème entrepreneurial à l'Université de Bordeaux, à la Bastide, qui est hyper reconnu. Dès qu'on parle de l'UbiLab dans des rendez-vous pro, les gens savent d'où ça vient et que c'est pas juste un incubateur où on paye pour rentrer. Tout bêtement, ça se fait sur concours, il y a des choses. Donc, le fait de faire la licence plus l'incubateur, ça donne accès à des dizaines et des dizaines de ressources, que ce soit en réseau, que ce soit comment dire, des connaissances que vous allez avoir en plus grâce au rendez-vous UbiLab, le fait d'être coaché. Pour un projet entrepreneurial, il y a vraiment rien de mieux que d'avoir un coach, un peu un mentor qui vous accompagne à côté de ça. Donc pour le coup, si à un moment vous hésitez entre d'autres licences entrepreneuriales, il y en a des biens qui sont proposés par des écoles de commerce, mais franchement, que ce soit l'équipe et de base tout l'environnement qu'il y a autour. Je suis pas payé par l'université pour le dire, mais franchement, aller à Tech Deco et à la licence et au BUT pour ceux qui doivent choisir dans quelques semaines, hein, c'est vraiment un bon parcours et il y a des bonnes équipes. Donc, foncez, n'hésitez pas. Et ça fait vraiment des beaux parcours et des belles rencontres. Donc, voilà. Moi, j'ai fait aucune des licences, mais je dis tout le temps ça à mes alternants. À leur âge, j'aurais adoré aller dans cette licence. J'aurais adoré et rêvé faire ça. Je pense notamment pour la première raison, c'est la rigueur de l'école. J'ai mangé du tutorat et de la vidéo YouTube pour tout. Et j'ai lu des livres vraiment pour tout, du coup, le AdWords, etc. J'ai appris beaucoup de choses, mais je crois que l'école, ça donne beaucoup de rigueur. Et je crois que ça m'aurait appris et que ça aurait été pas mal. Ça m'aurait appris d'autres choses et peut-être de différentes manières. Du coup, tout le temps, vous pouvez demander à Geoffrey. Je lui dis, moi, j'aurais adoré aller faire cette licence. Voilà. Bon, maintenant ça ne sert plus à rien. Je ne vais pas la faire maintenant, mais voilà. Mais justement, par rapport à ce que tu dis, c'est bien aussi Tech Deco et les licences parce que les professeurs nous mettent une rigueur et avec la maturité, c'est quelque chose qu'on arrive à acquérir. Et bon, on n'est pas obligé de faire des études pour l'avoir, mais ça nous permet de l'avoir plus vite et se mettre des échéances, se mettre des limites quand on bosse. Ben, on commence à telle heure, on finit à telle heure. Tel jour de telle semaine, j'aurai fini telle chose. C'est intéressant et c'est aussi ça qu'apportent les études supérieures. C'est outre les connaissances, ça apporte la rigueur et l'envie de se mettre des limites, de se mettre comment dire, des échéances à atteindre et donc des objectifs et donc être plus pertinent dans ce qu'on fait. Super. La conférence va toucher à sa fin. Merci beaucoup vraiment pour ces échanges qui, je pense, auront apporté beaucoup à toutes les personnes présentes. Donc, je voudrais vraiment particulièrement remercier nos intervenants, donc Thibaut, Romain, Sébastien et Teddy, pour tout ce qu'ils ont pu nous apporter. Je tiens à dire aussi à toutes les personnes qui étaient là pour regarder le Zoom que si jamais ils ont d'autres questions qui peuvent leur venir d'ici les prochaines semaines, vous avez nos noms un peu partout sur l'écran. Vous pouvez nous contacter, que ce soit sur LinkedIn, sur Zimbra pour ceux qui sont à Tech Deco. Voilà, on se fera un plaisir de vous répondre ou de transférer vos questions, par exemple, aux intervenants. Voilà, merci beaucoup à tous pour votre présence. Merci à tous. Merci à vous de m'avoir invité. Merci à vous.